troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, Alain-Jules Meunier et Francis Mouketo. Nous parlions donc de cette investiture en Afrique du Sud ce week-end, investiture donc du président Cyril Ramaphosa et nous discussion des défis qui attendent le nouveau président, dont la réforme agraire annoncée depuis plusieurs mois, Francis Mouketo. Alors, il faut noter que malgré l'émergence de 20% de la classe moyenne noire, malgré cette émergence de cette classe moyenne noire, il y a quand même 20% des Noirs qui subissent de plein fouet la pauvreté contre 2,9% des Blancs. Ça, c'était dit par l'Institut sud-africain des relations entre les races. Et puis, ce qui est important de noter, c'est qu'entre 2011 et 2015, 3 millions de Sud-Africains ont basculé dans la plus grande pauvreté. Donc, ce qui est important de dire, le fait d'aller vers cette réforme agraire, c'est réparer une injustice qui est tout à fait naturelle. Il y a plus de terres qui sont détenues par les populations blanches et une redistribution de cette injustice, de ces terres aux Noirs, permettrait de rééquilibrer un peu les choses. Sauf que d'un côté, il y a les investisseurs qui frémissent un peu, qui disent « Oh là là, comment nous allons aller vers cette expropriation sans compensation. Et puis d'autre part, comment ces personnes qui n'ont pas forcément une formation, qui ne sont pas qualifiées, comment vont-ils se réapproprier ces terres alors que jusque-là c'était occupé par les Blancs. Donc il y a quand même ce rééquilibrage là que le président Cyril Ramaphosa veut remettre sur le tapis. Et d'ailleurs, il faut dire que l'Assemblée a déjà donné son feu vert pour cette réforme, hein, puisque la majorité est quand même à l'ANC. Donc il est sous pression du camp Zuma qui avait préparé cette réforme. Et donc Cyril Ramaphosa a encore là du pain sur la planche pour pouvoir envisager... Oui, moi, je suis d'accord avec vous, mais en fait, vous êtes un peu frileux sur la méthode à faire. Moi, je crois que l'exemple dont vous avez évoqué du Zimbabwe peut tenir d'école. Pourquoi ça n'a pas marché au Zimbabwe? Parce qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Les gens les en ont donné des terres, mais les gens n'avaient pas les moyens de pouvoir les exploiter ou les relever, parce que c'est la relève qu'on dit. Il faut préparer la relève. Il y a des agriculteurs qui ont des champs, qui ont des machines, qui ont de l'argent, qui ont tout. Et en face, on a des paysans qui ont des petits moyens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le syndrome zimbabwéen? C'est justement de faire des mesures d'accompagnement conséquents pour permettre à ceux qui reprennent la relève de pouvoir être à la hauteur, de pouvoir répondre à ces exigences économiques dont on a peur que ça ne marche pas. Maintenant, pour le reste, encore faut-il avoir des moyens. Les moyens viendront. Si l'Afrique du Sud pourra lever des fonds, l'Afrique du Sud pourra s'endetter pour pouvoir faire sortir. C'est possible, il y a des leviers économiques qui sont disponibles. Mais il est déjà dans un endettement. Ces leviers-là, on l'exploitera, on va changer de priorité et ça va marcher. Moi, je crois qu'il fallait s'y attendre. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et bien sûr, il y a des œufs à casser, il faut les casser. Après, il faut les réparer. Autre chose, ça, je suis vraiment à fond et je soutiens Julius Malema dessus, la priorité aux paysans sud-africains noirs. Alors, mais je crois que c'est bien beau hein, de faire des plans comme ça sur la comète. On se dit que voilà, il y aura des investissements. C'est pas des plans, c'est la comète. Complètement. C'est des perspectives. Non. C'est des alternatives. Certes. Voilà. Vous le dites comme ça. Vous avez peur, mais vous ne proposez rien. C'est ça le problème. Non. C'est pas que je ne propose rien. J'ai peur de cette réforme-là. Je vous rappelle que, je crois que c'était avant-hier ou hier même, là, il y a une fermière blanche qui a été tabassée à mort parce qu'elle venait défendre certains fermiers. Donc, par rapport à cette réforme-là qui a été mise sur la table, il y a déjà des groupes de Noirs qui vont attaquer les fermiers. On ne le dit pas assez. Oui, mais... Alors, maintenant, si effectivement il y a expropriation de ces terres-là, sachez qu'il risque d'avoir, surtout qu'il n'y a pas de compensation, il faut bien le rappeler, il risque d'avoir de sérieux problèmes. Je le dis simplement parce que je pense au Zimbabwe.
Mais maintenant, c'est vrai que bon, on peut trouver de l'argent comme vous dites, mais c'est pas sûr. Oui, mais... Parce que le chantier, oui. déjà sur le plan financier, l'Afrique du Sud est asphyxiée. Et je vous on peut changer rappelle de priorité. que... Non, mais attendez, si vous, chaque fois, vous changez de priorité dans tout, on dit qu'on va réformer, il y aura maintenant une taxe carbone, oui, c'est bon, ça va apporter de l'argent pour ceci ou Quand je dis changer de priorité, c'est dans le sens où trouver des moyens de pouvoir financer ce qu'on est en train de dire. On peut fonctionner, on peut lever des taxes, on peut faire. Mais ne soyez pas... C'est vrai qu'il y a 20% Ne soyez pas bloqués. Je ne suis pas bloqué. Sur ce qui s'est passé en Zimbabwe. Parce que si à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, qu'on n'ose pas faire quoi que ce soit ailleurs, on ne va pas avancer. Non, mais certes. Moi, je crois que M. Zuma a calculé des risques. Parce que ce n'est pas un monsieur qui va dire on va faire ça sans mesurer les risques. À part la corruption, a été dans la... Ramaphosa, je voulais dire. Voilà, Zuma a été dans la continuité de Mandela, n'est-ce pas, où c'était la réconciliation nationale. Maintenant, avec cette magistrature qui commence là, j'ai bien peur qu'il y ait de graves problèmes. Moi, je le dis comme ça, mais, non, mais pas, je ne suis pas devant, je ne présage de rien. Zuma n'était pas dans la réconciliation. Il faut faire la très réconciliation, attention. c'était Thabo Mbeki qui a répété. Il a poursuivi, non. Il y a eu Mandela, il y a eu Thabo Mbeki, il y a eu Zuma. Ils ont poursuivi, en fait, l'œuvre de Mandela sans s'attaquer au vrai sujet. On s'attaque au vrai sujet, mais c'est ça le vrai sujet. Prendre le risque de décevoir l'autre, prendre le risque de dire à l'autre qu'il a tort et qu'il a eu... La seule personne, pendant 60 ans, oui, je sais. Je vous le dis par expérience, qui pouvait mener ces réformes-là et aller au fond des choses, c'est Nelson Mandela. Mais malheureusement, il a failli. Nelson Mandela ne l'a pas fait. Qui a essayé également d'entamer une réforme agraire. Sur un 50-50. Mais Mandela a fait ce qu'il a à faire. Il ne faut pas s'attendre à ce que Mandela soit le messie et le problème, le miracle à tout. Non, maintenant on a un cas précis. C'était le messie. Et on va le faire avec les vivants. Avec les outils qu'on a, Ramaphosa, pourquoi j'ai dit qu'il fallait... Croisons les doigts. Moi, j'ai dit et espérons que tout va bien se passer. Ces fermiers blancs qui ont acquis ces terres, depuis 60 ans, vous savez combien ils ont gagné sur ces terres? Combien ils ont gagné? Forcément. Alors, ne dites pas aux gens que c'est comme si on est en train d'exproprier des pauvres paysans qui n'ont que ça à vivre. Abdelkarim, si j'ai bien compris vos deux co-débatteurs, alors une réforme agraire, oui, absolument, si j'ai bien compris votre lecture des choses, mais maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas un débat de société finalement sur la base de cette réforme agraire? Est-ce qu'elle ne mérite pas un peu plus de débat sur les contours? Un débat de société. Mais il n'y aura pas de débat de société puisque la majorité de la société veut cela. Aujourd'hui, 60% des Sud-Africains ont voté qu'il fallait passer par ça. Donc, du coup, c'est ça là où j'ai dit qu'on ne peut pas attendre faire de ce sujet-là comme si c'était un sujet de réconciliation nationale. Pour moi, c'est un sujet de justice nationale. Il y a eu une justice, et bien, normalement, ce sujet doit être même débattu au début. Si elle n'a pas été faite, si elle a été retardée... Abdelkarim, il me semble que depuis 25 ans, c'est véritablement la base de cette réforme qui pose problème, c'est-à-dire le mode... Pourquoi on en parle maintenant? C'est parce que Malema et Julius Malema et ses hommes ont décidé qu'il fallait le parler. Il fallait maintenant, à un moment donné, prendre une décision. À force de reporter parce que c'est sensible, à force de reporter parce que ça risque de casser tout ce qui a été construit, à force de reporter, on a déplacé des problèmes. Maintenant, à un moment donné, il faut arrêter de déplacer des problèmes dans le temps. Il faut poser le problème, même si ça fait mal, il faut régler le problème, quel qu'en soit le prix, pour qu'on ne passe pas son temps à être frileux sur des sujets qu'on a peur. Alors, la question, c'est de savoir si le président Cyril Ramaphosa a réellement les armes pour pouvoir, alors les armes entre guillemets, bien entendu, d'aller jusqu'au bout de cette réforme, parce qu'elle était, comme vous l'avez dit, surtout portée par les combattants pour la liberté économique, le parti de Julius Malema. Est-ce que ce n'était pas quelque chose, finalement, à visée électoraliste, Francis Mouketo? Alors, ce qu'il faut revenir sur la base de cette réforme, c'est d'abord d'accroître la production agricole, et puis d'autre part, de renforcer l'autosuffisance alimentaire. Vous savez que l'Afrique du Sud n'eût été les institutions efficaces et démocratiques, puisque les Sud-Africains sont capables de destituer un président. Sur la capacité institutionnelle, c'est avéré, mais il y a des vrais problèmes.
on a parlé des problèmes écologiques. 80% de la production d'électricité aujourd'hui est fait au charbon. Il faut un combat vers des énergies renouvelables pour aller d'ici à 2030-2050 à remplacer ces énergies fossiles et très polluantes pour la nature. Et ça, c'est important. Donc il y a des enjeux majeurs, des défis majeurs qu'attendent le président Cyril Ramaphosa. Alors dire que la réforme agraire est le porte-étendard ou le porte-flambeau de ces mesures de gouvernement, il y a beaucoup plus de choses qui l'attendent, la violence, les inégalités entre les Noirs. Entre les Noirs et les Blancs, il y a aussi sur le plan économique, l'Afrique du Sud a quand même des sérieux problèmes d'obtention, plutôt en matière de gouvernance, d'obtention des services et de biens, et puis d'autre part, au niveau de la gestion des entreprises. Oui, mais mais il est vrai que la question de la terre reste centrale. Vous savez pourquoi c'est important la question de la terre? Parce que c'est la base de tout. Si aujourd'hui, l'agriculture sud-africaine, tout ce qui a été produit par ces agriculteurs sud-africains blancs, ces produits-là vont où? C'est exporté. Pourquoi il y a des Sud-Africains meurent de faim? Pourquoi il y a l'autosuffisance alimentaire n'existe pas en Afrique du Sud? Parce que tout ce qui a été produit par ces blancs fermiers est destiné au marché de l'Europe. On exporte partout. Et les fermiers noirs meurent de faim. Et si on veut régler ces problèmes d'autosuffisance alimentaire, de la diversification économique, de création d'emplois, eh bien, en donnant cette terre aux agriculteurs africains, noirs africains, ça permettra déjà de créer d'emplois et ça permettra à ces paysans de manger à leur faim et de ne pas aller tous dans des grandes villes et être des ouvriers alors que ces gens-là auraient pu avoir des moyens de leur survie de là où ils sont. Alors, mais la question, c'est de savoir si l'Afrique du Sud est prête à cette réforme pour, comme l'a souligné Alain-Jules Meunier, pour ne pas retomber sur l'échec zimbabwéen. C'est ça toute la question. Une réforme, oui, je crois que tout le monde est assez d'accord. On a des moyens. Je vais juste. Non, je parle de l'Afrique du Sud à l'heure actuelle. En fait, pourquoi ne pas. Sur là, je disais que la population sud-africaine, en termes de formation, en termes de compétences, en termes de développement, ce n'est pas la même chose. Quand on regarde le Zimbabwe, quand on regarde le niveau d'éducation, le niveau des compétences et l'emploi disponible à cette jeunesse ou à ces gens, ce n'est pas la même chose. Donc maintenant, moi, la diversification économique est la solution. Créer d'emplois, les jeunes que vous avez dit qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de compétences, eh bien, il faut créer des emplois où ce qui veut dire que la situation actuelle ne le permet pas. Pourquoi ces jeunes sont exclus? Pourquoi ils se retrouvent à faire des violences? C'est parce qu'aujourd'hui, cette Afrique du Sud qui s'est ouverte brutalement avec des compétences où ils n'ont pas ces compétences. Aujourd'hui, l'offre d'emploi, c'est ça là où je dis que regardez la profondeur des déséquilibres qu'il y a entre le travail disponible, la compétence et les diplômes de Sud-Africains qui sont incapables de pouvoir travailler ou des immigrés viennent travailler en Afrique du Sud. Aujourd'hui, les Sud-Africains manquent des employés, ils vont aller importer cela, alors qu'il y a des millions de Sud-Africains. C'est parce qu'après l'apartheid, on n'a pas réglé ces problèmes. On n'a pas réglé ces problèmes d'adapter la compétence des Sud-Africains à la demande de l'économie sud-africaine. Vous contredisez, monsieur. Non, je ne contredis pas. Pourquoi? Non, je vais finir juste. Je dis que même l'agriculture permet de régler ces problèmes de compétences. Parce qu'aujourd'hui... Mais est-ce qu'il n'y a que l'agriculture pour régler le problème des Sud-Africains? Alors on comprend bien que les défis sont nombreux. Effectivement, la réforme agraire, la question de l'éducation, bien entendu. L'éducation qui est très importante. Avec ce chômage qui touche près de 30% de la société. Ils mangent à leur faim et après ils pourront étudier. Oui, alors un dernier mot peut-être Alain Jules. Oui, justement, il parlait tout à l'heure, il s'est contredit dans je ne suis pas contredit. Dans tout ce qu'il disait. À partir du moment où... Non, si, je vous suis très bien. Il a parlé de la formation. Alors, imaginez en seul instant un fermier qui faisait peut-être du melon. On le remplace par quelqu'un qui va venir faire des cultures vivrières. Vous croyez qu'il n'y aura pas des manques à gagner pour le pays aussi, qui exportait ça? Parce que l'argent, là, ce n'est pas simplement pour le fermier en question. Donc,
Quand vous dites ça comme ça, est-ce que ces gens sont réellement formés aujourd'hui? Dites-moi s'il y a des gens formés pour reprendre effectivement. Alors, en tout cas, ça reste effectivement une vraie question. Aussi vont produire. Ça veut dire que ce n'est pas des paysans qui vont consommer. Cette production locale aussi générera des revenus pour l'État, donc des recettes fiscales. Par exemple, les TVA feront que les gens vont consommer localement. Aujourd'hui, les gens ne consomment pas. On va faire émerger des consommateurs locaux qui vont consommer sud-africains. Cet argent va rester en sud. Très bien. Chez eux. Merci. On aura l'occasion d'en parler dans le cadre de nos prochaines émissions. Un grand merci à vous, Abdelkerim Yacoub Koundougoumy. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Alain-Jules Meunier, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste. Un grand merci à vous, Francis Mouketo, politologue. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.